Bon, il est 16 heures pile. Je me présente, Audran Le Baron, je suis le directeur du numérique pour l'éducation. Enchanté d'être parmi vous ce soir pour parler des liens que l'éducation nationale tisse avec le monde des logiciels libres. Donc je pourrais te parler un quart d'heure et j'espère pouvoir laisser quelques places aux questions-réponses. D'abord pour vous dire en introduction que l'histoire entre l'éducation nationale et les logiciels libres est assez ancienne. Si j'osais le parallèle, historiquement, l'éducation nationale s'est construite sur un certain nombre de valeurs, sur la volonté de libérer, de diffuser au plus grand nombre les savoirs et les connaissances pour que chacune et chacun puisse s'approprier ces savoirs et ces connaissances, les utiliser, les partager, les étudier. Et quand je dis tous ces termes, vous voyez à quel point on a des valeurs communes avec le monde du logiciel libre, à quel point les valeurs fondatrices de l'éducation nationale résonnent avec celles du logiciel libre. Et de fait, l'éducation nationale utilise et contribue, et depuis longtemps, à l'open source, en anticipant largement les circulaires interministérielles qui ont eu lieu sous Hérault, puis sous Castex, sur l'utilisation des logiciels libres dans les ministères. Je vous donnais quelques exemples des preuves d'amour de l'éducation nationale avec l'open source. Alors, premier point, mais ça c'est assez évident et c'est valable quasiment pour tous les autres ministères et organisations privées, c'est le fait que l'éducation nationale, comme toute grande organisation, a beaucoup de systèmes d'information et de serveurs virtuels. On en compte environ 20 000 et tous quasi exclusivement tournent sous Linux. Mais ça, vous allez me dire, c'est pas d'une grande originalité parce que c'est largement répandu dans le monde. Plus singulièrement, on a, et ce depuis 2003 à Dijon, le pôle de compétences des logiciels libres, qui est une institution dans l'éducation nationale et ailleurs, qui a mis au point sa propre distribution Linux, du nom de EOL, qui est déployée d'ailleurs dans de nombreux établissements scolaires, et pour l'anecdote, parce que c'est d'actualité, qui offre une instance Mastodon à tous les enseignants qui, avec leur login mot de passe du ministère, peuvent se créer un compte sur Mastodon grâce à cette instance. Et bien d'autres services qui sont offerts par ce pôle logiciel libre de Dijon. Autre exemple, le ministère met à disposition deux forges basées sur des logiciels libres. Il y en a une qui sert à l'interne pour nos informaticiens, 1600 développeurs qui sont soit des agents internes, soit des prestataires qui travaillent avec nous sur le territoire, qui gèrent plus de 700 projets informatiques sur cette forge. Une autre forge interministérielle cette fois-ci, qui est là pour animer la communauté des contributeurs au logiciel libre de l'ensemble des administrations. C'est une plateforme qui s'appelle MIM Libre, MIM pour mutualisation interministérielle des logiciels libres, donc MIM Libre. Toujours sur le front interministériel, l'éducation nationale est un acteur historique, un contributeur historique du SIL, pour ceux qui voient de quoi je dis, c'est le socle interministériel des logiciels libres. Et puis plus récemment, le ministère a déployé en phase bêta, et j'y reviendrai, c'était au printemps 2020, donc en plein cœur du confinement, une plateforme, une offre, apps.education.fr, qui offrait donc un ensemble de services partagés à l'ensemble des agents du ministère, et en particulier les enseignants qui devaient faire cours à distance pendant le confinement, avec un ensemble de services de communication et de collaboration, tous basés sur des logiciels libres. On peut citer Peertube, Nextcloud, Big Blue Button, j'y reviendrai, Pod, Etherpad, etc. etc. Donc voilà quelques éléments qui montrent à quel point l'éducation nationale travaille historiquement et encore aujourd'hui plus que jamais même dans le cadre des logiciels libres. Un mot pour vous dire que, et c'est le cœur un peu de mon propos, que nous sommes en train de construire une stratégie du numérique pour l'éducation. Moi-même, je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant à l'éducation nationale et je trouvais qu'il manquait justement cette vision stratégique claire, une sorte de fil rouge qu'on puisse lire facilement pour voir quelle est la stratégie, la vision stratégique de l'éducation nationale en matière de numérique. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis, pendant tout le premier semestre, de mars à juin, avec l'ensemble des acteurs.
juste par parenthèse, hein, l'écosystème de l'éducation en général et du numérique pour l'éducation en particulier est un écosystème qui est très riche, très complexe, où on a le ministère avec ses administrations centrales, ses opérateurs, ses académies, etc., l'ensemble de ses écoles et établissements. On a l'ensemble des collectivités locales, parce que c'est une politique publique partagée, l'éducation. Les collectivités locales sont en charge notamment des bâtiments, mais également de tout l'équipement numérique des écoles, des collèges, des lycées, avec donc, respectivement les communes, les départements et les régions. On a le monde des entreprises de l'EdTech, le monde associatif, notamment des logiciels libres, mais pas que. Bref, on a un écosystème extrêmement, extrêmement riche, mais complexe. Et donc, c'est ça aussi qui nécessitait de se munir d'une stratégie, d'une vision stratégique pour permettre à l'ensemble de cet écosystème, l'ensemble de ces acteurs, eh bien de partager un cap commun et de pouvoir finalement démultiplier l'énergie au service d'un même service public. Et donc cette stratégie, on l'a co-construite vraiment avec des valeurs de transparence, de collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs. Ça s'est déroulé pendant tout le premier semestre et nous sommes en train de travailler toute cette matière pour présenter au cabinet du ministre et au ministre prochainement eh bien une proposition de vision stratégique qu'on sera amené à partager le plus rapidement possible avec l'ensemble de l'écosystème. Et donc, dans cette stratégie, je vais vous en dévoiler quelques prémices, même si rien n'est encore définitif à ce jour. Mais quand on parle de numérique pour l'éducation, on parle généralement de deux choses bien distinctes, même si les deux s'interpénètrent. Il y a ce qu'on a l'habitude d'appeler l'éducation au numérique. Donc là, c'est comment on enseigne la discipline numérique, entre guillemets, c'est-à-dire enfin, l'ensemble des compétences numériques à nos élèves. Et puis, il y a l'éducation par le numérique, l'éducation avec le numérique, c'est-à-dire comment le numérique, l'outil numérique, peut se mettre au service des apprentissages dans la classe, en dehors de la classe, dans la relation entre l'équipe pédagogique, l'élève, les parents, etc., etc. Donc sur le premier aspect, l'éducation, l'enseignement du numérique, on a, je vais citer, et pour accrocher à notre thème de l'open source, des logiciels libres, je veux citer un dispositif qu'un certain nombre d'entre vous devez connaître, qui est la plateforme Pix, qui est une plateforme à la fois d'auto-évaluation sur ses compétences personnelles en matière de numérique, personnelle et de collaboration, mais également qui permet de développer ses compétences, parce qu'il y a des ressources de remédiation à l'issue de chaque parcours, et également de certifier son niveau de compétences, avec notamment un parcours de certification qui est prévu en fin de collège et en fin de lycée pour l'ensemble des élèves du système éducatif français. Et je cite la plateforme Pix parce qu'elle est entièrement en open source. Hein, le code est librement accessible, partagé et ouvert aux contributions de chacun via une plateforme que vous pourrez chercher directement sur Internet. Il y a aussi, toujours dans l'aspect éducation au numérique, l'enseignement du numérique, il y a aussi plus profondément, au-delà de la plateforme Pix, l'idée que l'open source peut être un moyen d'enseignement, au sens où dans les disciplines SNT ou NSI, donc qui sont la nouvelle NSI et la nouvelle spécialité en première terminale en matière de numérique et système d'information, eh bien, apprendre le numérique et le codage par la participation à des projets open source, eh bien, ça fait partie des modes d'acquisition de ces compétences, de ces savoirs, voilà, d'apprendre finalement le numérique par la pratique au travers des logiciels libres. Maintenant, sur l'éducation par le numérique ou avec l'outil numérique, là j'ai aussi un certain nombre d'aspects à souligner dans le cadre de la stratégie. D'abord, on a souhaité mettre en avant la volonté commune que la communauté éducative soit soutenue par une offre numérique pérenne.
J'insiste sur le pérenne parce que c'est souvent ce qui manque, c'est-à-dire que les enseignants ont à leur disposition un certain nombre d'offres numériques diverses et variées, mais certaines n'ont pas toujours cette garantie de pérennité qui fait que quand je commence à m'investir dans mes pratiques pédagogiques, à utiliser tel ou tel outil, si je n'ai pas la garantie que d'ici 2 ans, 3 ans, à la fin de tel ou tel marché public ou autre, l'outil est encore là, eh bien, ça va me freiner dans l'élan à utiliser ce type d'outil. En revanche, si j'ai une garantie de pérennité, eh bien, là, en revanche, c'est gage de développement de ces pratiques. Et donc pour aller vers plus de pérennité et puis aussi plus de lisibilité dans l'offre de numérique pour l'éducation, j'ai, de façon assez peu originale, je dois avouer, poussé la vision de l'État plateforme. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, un concept qui parle à certains ou certaines d'entre vous. L'idée, c'est quoi? Alors, c'est inspiré, c'est quelque chose qui a été, un concept qui a été théorisé par Henri Verdier, que beaucoup d'entre vous devez connaître, puisque c'est un fervent défenseur des communs numériques, dans son livre L'âge de la multitude. C'est l'idée que l'État n'est pas là pour tout faire. L'État, il est là, en revanche, pour fixer un certain nombre de règles communes, également fournir un certain nombre d'infrastructures communes. Et chaque acteur, citoyen, entreprise, association, collectivité locale, etc., est là pour s'emparer de ces infrastructures fournies par l'État et proposer des services en respectant les règles qui permettent à l'ensemble de fonctionner correctement. Et donc, finalement, de créer un terrain favorable à ce que chaque acteur, citoyen, public, privé, puisse participer finalement à l'offre de numérique pour l'éducation au cas particulier. Et donc, c'est finalement cette philosophie que nous proposons d'appliquer dans le cadre de la vision stratégique du numérique pour l'éducation, où l'État donc apporte un certain nombre de services socles. Je vais en parler de un ou deux. Le premier, c'est la gestion des identités et du connect. L'idée, c'est que l'État puisse assumer la responsabilité d'identifier, d'authentifier les élèves, les parents, dès lors que tel ou tel acteur, tel ou tel fournisseur de services a un besoin d'identifier une personne. Bien, c'est l'État qui va s'en charger avec EduConnect et ensuite déléguer la suite aux fournisseurs de services. Donc, premier exemple de brique d'infrastructure socle que l'État fournit. Deuxième exemple, le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources. Là aussi, c'est une brique transversale qui va permettre d'organiser la distribution des ressources pédagogiques au sein d'un ENT, au sein d'un portail territorial, et qui permet notamment de surveiller la minimisation des données, c'est-à-dire le respect du RGPD par les acteurs fournissant des services en ligne. Donc ça, c'est dans l'État plateforme, donc c'est la fourniture de ces briques d'infrastructure. Deuxième aspect, c'est la fixation d'un certain nombre de règles communes, et ça, j'y insiste beaucoup. C'est nécessaire, et notamment en termes de règles d'interopérabilité, parce qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup du manque d'interopérabilité ou du manque d'ouverture de certaines données. Et ça, je pense que c'est important également, et c'est ça aussi qui crée un cadre favorable au développement et à l'intégration de logiciels libres, qu'ils soient anciens ou nouveaux, dans l'écosystème éducatif, puisqu'on sait à quel point l'interopérabilité, les standards ouverts ont toujours été des alliés du logiciel libre. Et à l'inverse, on sait à quel point certains éditeurs privés enferment leurs utilisateurs et les données qui vont avec dans des formats propriétaires. Et donc, je pense qu'il est très important d'exiger l'ouverture d'un certain nombre de données, et ce, dans des formats ouverts et interopérables au sein de l'éducation. Donc, voilà les deux terrains d'intervention sur lesquels on travaille. Et puis, ensuite, chacun peut proposer des logiciels, des services en ligne, etc., pour le numérique éducatif. Mais chacun, et au même titre, l'État également. Et donc, en cela, on souhaite assumer notre part de fourniture d'un certain nombre de services avec un certain nombre de communs numériques, au sens le plus pur du terme. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, vous savez que le logiciel libre Moodle est quelque chose qui est très largement utilisé dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur et au-delà.
y compris en formation professionnelle, eh bien, nous allons, c'est le projet ELEA, mettre à l'échelle nationale une plateforme Moodle, donc nom de projet ELEA, qui sera l'outil de tous les enseignants pour créer des parcours pédagogiques, les partager, les co-écrire avec entre pairs, les partager, les mutualiser, les dupliquer, etc., etc. Donc vraiment dans une logique de commun numérique. Avec, alors je me suis déjà laissé dire dans un élan de lyrisme mais je le réitère devant vous, mon rêve serait d'en faire un Wikipédia des ressources pédagogiques des programmes français. Eh bien voilà, c'est effectivement une ambition qui est on ne peut plus motivante autour de ce commun numérique. Au-delà de ce commun, on peut penser également à la plateforme Capital, que certains d'entre vous devez également connaître, qui est, je vais raccourcir, qui est la plateforme d'apprentissage du code, dans lequel on trouve des services de notebook Jupyter, mais également de programmation par bloc, avec un Scratch, mais hébergé souverainement en France et garanti sans aucune donnée qui transite, qui passe l'océan à travers l'océan Atlantique. On peut parler, alors peut-être vous me direz un commun moins dans la pureté de la définition d'un commun numérique, mais néanmoins, et on en a parlé aujourd'hui, Big Blue Button, le logiciel de classe virtuelle et de visio que nous avons passé à l'échelle, et plus largement toute l'offre de services que l'on a au travers de apps.education.fr, je l'ai cité tout à l'heure. Peut-être faire un zoom sur quelques services que l'on offre au travers de cette plateforme. Peertube, on offre un service de Peertube, donc de partage de vidéos à tous les enseignants connectés avec leur identifiant mot de passe ministériel. Donc ça permet d'avoir une alternative souveraine, gratuite, garantie sans pub, etc., à une plateforme de type YouTube. De même, nous offrons un service Nextcloud qui permet là encore à tout professeur connecté avec ses identifiants d'avoir sa clé USB dans le cloud, mais le cloud, un cloud éducation français hébergé souverainement et sur la base de logiciels libres, etc., etc. Toujours dans cette lignée-là, nous avons également un grand programme de modernisation de l'environnement numérique de travail des agents. C'est le programme ETNA. Donc on vise vraiment l'ensemble de l'équipement matériel et logiciel dans la vie professionnelle de nos agents. Et un des premiers sujets, c'est la messagerie. Une messagerie collaborative. Aujourd'hui, les messageries collaboratives sont à la maille académique. Chaque académie a sa messagerie collaborative et la technologie est vieillissante, voire obsolète. Et donc nous avons le projet de bâtir une offre de messagerie collaborative à l'état de l'art pour les 1,2 million d'agents du ministère, ce qui en fait le projet de messagerie le plus grand de France, ça c'est sûr, d'Europe très probablement. Je ne me risque pas à aller au-delà, mais pour vous dire que c'est un programme, un projet d'une grande ampleur. Et pour cela, on a choisi, il nous fallait choisir une des briques de logiciels libres qui soit robuste et qui ait déjà montré qu'elles avaient réussi à passer à l'échelle. Et donc, on va s'appuyer sur l'offre Zimbra, mais qu'on va s'ingénier à intégrer dans un écosystème plus large pour y intégrer plus finement la visio Big Blue Button, le partage de fichiers Nextcloud, etc., etc., pour en faire une vraie suite collaborative à l'état de l'art pour nos agents et qui soit pleinement souveraine. Voilà, je vois qu'il est 19 et que donc j'aurai peu de temps pour faire les zooms que je voulais faire. Je vais directement passer à la conclusion pour vous dire que au-delà de l'orientation du ministère en faveur de l'open source, on a une orientation également qui pour les prochaines années vers un numérique éthique, souverain et pérenne. Alors, par numérique éthique, j'entends notamment un numérique responsable, et donc nous travaillons actuellement à une feuille de route pour réduire l'empreinte environnementale du numérique dans l'éducation, pour un numérique plus sobre et moins énergivore.
Alors il y a de nombreux volets évidemment à cette feuille de route qui passent par les pratiques et usages, les équipements, les infrastructures, l'éco-conception des logiciels, etc. etc. Mais pour vous dire en conclusion que j'ai la conviction absolue que le logiciel libre et les valeurs qu'il porte en lui fait partie de la solution pour un numérique plus sobre et pérenne. D'ailleurs, pour la petite histoire, BBB, donc le logiciel de Visio, j'ai vu dans un benchmark qu'il fait partie des solutions de Visio qui étaient les plus sobres en termes de flux de vidéo et d'audio. Donc un exemple parmi d'autres qui montre que les logiciels libres sont souvent plus sobres et moins gourmands que d'autres offres privées. Bref, je vais m'arrêter là. Dans le monde, je me faisais la réflexion que, comment dire, en résonance avec ce que je disais en introduction, le monde de l'éducation et le monde des logiciels libres, étant donné les valeurs qu'ils partagent, étaient faits pour se rencontrer. De fait, ils se sont rencontrés et la rencontre a été plus que fructueuse. Hein, vous l'avez bien vu, une collaboration très fructueuse. Et je vous le dis, ils ne sont pas prêts de se quitter. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Audran. Est-ce que vous avez peut-être une question ? Est-ce que vous avez une idée de quand sera publiée cette fameuse stratégie, donc sans doute début 2023 peut-être, et est-ce que vous espérez qu'elle ne sera pas trop adoucie par les cabinets ministériels, notamment celui du ministère ? Merci pour la question piège. Alors, la réponse en termes de calendrier, c'est effectivement début 2023, donc on s'y emploie. Et les premiers travaux que j'ai eus avec le cabinet montrent que globalement, il y a une adhésion assez claire aux propositions. Après, évidemment, on restera dans un cadre relativement institutionnel, donc la parole n'est peut-être jamais aussi libre voilà, en marge d'une manifestation de ce type. Mais oui, on a, je pense qu'on aura les moyens de dire ce qu'on pense. Merci. Alors, une question rapide par contre. Ah, est-ce que vous avez un stand là ? Pardon ? Vous avez un stand ? Vous êtes. Est-ce qu'on a un stand ? Réponse non. Et non, malheureusement. Alors, pardon ? Alors voilà, communication.dne@education.gouv.fr. Et après, on redispatchera aux bonnes personnes. Merci Merci à vous.